On est de retour dans Ça fait l'actu et on passe maintenant à l'invité de l'actu. Bonjour Claude Michel, Bonjour. vous êtes l'invité de l'actu et vous êtes l'auteur d'un essai intitulé La psychothérapie des obsessionnels compulsifs qui se présente en 2 tomes. Le premier tome s'intitule Un modèle intégratif, un guide pluriel avec l'hypnose au centre, dans lequel vous construisez un modèle théorique et vous présentez des cas pratiques. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter et présenter votre parcours? Oui, je suis psychologue, psychothérapeute installé à Flers. Alors j'ai eu un parcours professionnel principalement dans les institutions de l'enfance inadaptée et en cours de route, j'ai créé un cabinet à Flers. Actuellement, je suis retraité de mon activité salariée en institution, mais je poursuis mon activité en libéral, donc à Flers. Alors, je suis arrivé à Flers un peu par hasard, parce qu'au point de départ, moi, je suis originaire de la frontière suisse, donc dans l'Est, et je suis arrivé dans la région parce que j'ai été au point de départ nommé comme professeur de psychopédagogie en école normale, d'abord au Mans, puis à Alençon. C'est comme ça que je suis arrivé dans la région, une région que je ne connaissais absolument pas. Alors vous êtes installé en libéral maintenant, mais vous voyez différents patients, et là vous avez décidé de vous concentrer sur un sujet particulier, les troubles obsessionnels compulsifs. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ce que c'est? Oui, alors d'abord c'est un mot, un gros mot qui est un peu compliqué et qui fait peur. En fait, on parle habituellement de TOC. On dit voilà, telle personne a un TOC et là on comprend mieux de quoi il s'agit. Comment est-ce que j'ai été amené à travailler sur les TOC? Eh bien c'est parce que j'ai fait une formation en hypnothérapie dans les années 2000. Et une formation assez lourde, assez sérieuse sur Paris. Et à cette époque-là, j'avais un patient qui avait des TOC très marqués et je constatais que dans la formation que j'avais suivie, il n'y avait aucun chapitre consacré au travail sur les TOC par l'hypnose. Parce que l'hypnose est un outil extraordinaire pour faire bouger beaucoup de problèmes. Et là, il n'y avait rien ou pratiquement rien. Et je me suis dit que ce serait très intéressant de mettre au point une méthode pour faire évoluer les TOC. D'où cette volonté d'écrire ce livre à la fois à destination des professionnels et des patients. Oui, alors au point de départ, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. J'avais surtout l'intention de mettre au point une méthode qui me serait utile à moi. Parce que quand on travaille avec les personnes obsessionnelles compulsives, les personnes qui ont des TOC, on est très très vite embrouillé, on est très vite perdu, on se prend la tête, on ne sait pas très bien dans quelle direction. Et pour moi, j'avais envie d'avoir une méthode qui me permette de travailler efficacement. Donc c'était mon point de départ. Et puis en cours de route, je me suis aperçu qu'il y avait moyen d'élaborer une technique et d'écrire quelque chose sur le sujet. Et c'est à partir de 2005 que j'ai commencé à prendre des notes, à organiser donc mes lectures aussi, mes observations, pour en faire un bouquin. Est-ce que vous avez eu un retour de professionnels? J'ai lu la préface écrite par Olivier Perrault, qui est un psychologue clinicien, je crois. Oui, alors Olivier Perrault, c'est le président d'une association qui forme à l'hypnothérapie, qui s'appelle l'Association pour la nouvelle hypnose. Et c'est lui qui m'a confié assez rapidement des stages de formation de professionnels. Donc assez régulièrement, je forme des psychologues ou des médecins à cette méthodologie. Ce livre peut servir aux professionnels, mais également aux patients. Alors, ça sert aux deux. Alors, ça sert d'abord, c'est vrai que le livre, il a d'abord été écrit pour les professionnels, mais je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment intéresser aussi les patients. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce qu'il y a 13 cas qui sont bien détaillés et qui sont écrits, on pourrait presque dire comme des petites nouvelles, hein, des histoires qui valent pour elles-mêmes, avec un suspense, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour faire bouger donc ces fameux talks. Donc tout public peut lire ces histoires, il peut sauter à pieds joints sur les chapitres et puis se contenter de lire ces histoires qui vont être bien éclairantes. Et puis d'autre part, eh bien, il y a toute une série de techniques qui peuvent être praticables, hein, en interséance, des techniques que l'on développe dans le cadre de la séance, mais qui ensuite peuvent être pratiquées en interséance
ou bien pour les personnes qui ne sont pas en psychothérapie, en hypnothérapie, eh bien, elles peuvent commencer. Je prendrai un exemple. Quand on cogite, on surcogite, on est noyé dans la pensée. Que faire? Comment s'y prendre? Eh bien là, on regarde le chapitre, on prend le livre, on regarde le chapitre, et là, il y a une dizaine de techniques qui sont proposées. Alors là, vous parlez de la cogitation, qui est un des symptômes des troubles obsessionnels compulsifs, mais est-ce que vous pouvez en détailler d'autres, finalement, des symptômes? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer également comment vous êtes arrivé à la conclusion que l'hypnose peut être une thérapie qui permet d'évacuer tout ça? Alors, il faut dire quelques mots quand même sur comment fonctionne un TOC. Un TOC, c'est d'abord la peur, fondamentalement, c'est d'abord la peur de faire mal ou de faire du mal. C'est la peur d'être à l'origine d'un malheur pour les autres. C'est cela que l'on rencontre constamment. J'ai travaillé à peu près sur une centaine de cas. On le retrouve immanquablement, d'une façon ou d'une autre, c'est toujours cette peur. Et donc, d'abord, il y a une première série de symptômes qui vont apparaître et qui sont des cogitations autour: est-ce que j'ai fait mal, comment je vais faire pour ne pas faire mal, et peut-être que quelque chose m'a échappé. Donc il y a toutes sortes de cogitations. C'est le premier symptôme, et là il va falloir apprendre à arrêter de penser. Le deuxième symptôme, ce sont les rituels, qui sont beaucoup plus visibles. C'est ce qui attire l'attention de l'entourage, parce que ça, c'est repérable, c'est visible. Qu'est-ce que c'est qu'un rituel? Ce sont des comportements répétitifs qui ont une fonction magique, qui ont pour but d'empêcher que le malheur arrive. Alors, ce n'est pas fonctionnel. Par exemple, si on a la peur de contaminer l'entourage, ce n'est pas en se lavant 30 fois les mains par jour qu'on va y arriver. C'est beaucoup trop. Ça ne signifie rien. Si on a peur d'écraser quelqu'un le long de la route, ça ne sert à rien de faire 5 demi-tours pour aller voir si on a écrasé quelqu'un sur les bas-côtés. Bon, ça ne sert à rien. Si on a peur, par exemple, de frapper un enfant, ça ne sert à rien d'interroger constamment l'entourage pour savoir: est-ce que par hasard un geste m'a échappé. Donc ça ne sert à rien. C'est pas... c'est inconscient, est-ce qu'on peut dire que c'est conscient, mais c'est contraignant. Les gens sont conscients de ce qui se passe, mais c'est contraignant. Et donc ils vont mettre en place des rituels qui sont magiques. C'est-à-dire, ces rituels, je dirais, c'est pof pof, c'est si je fais ça, alors il n'arrivera pas de malheur. Et c'est le problème des rituels, c'est que quand on commence à faire des rituels, on en fait toujours plus. Qui ritualisera toujours plus. Comme tout à l'heure, on aurait pu dire qui cogitera toujours plus. Ça prolifère, c'est dramatique, parce que si on n'y fait pas attention, on peut se trouver mais complètement envahi par cela. Voilà, ce sont des gens qui, au bout d'un moment, n'en peuvent plus. Parce que, là encore récemment, là, j'ai vu un jeune homme un jeune homme, c'est un adolescent, il a 15 ans, et le matin, par exemple, eh bien, il passe 1 heure à 1 heure et demie dans la salle de bain, et il n'arrive pas à en sortir parce qu'il pratique des rituels de lavage. Ça commence à faire beaucoup. J'ai vu des personnes qui travaillaient à la Banque de France, une dame qui travaillait à la Banque de France, qui perdait à peu près la moitié de son temps, 4-5 heures par jour, à vérifier qu'elle n'avait pas commis d'erreur dans ses dossiers. Ça s'est mal terminé, parce que la personne a été licenciée. Et puis, donc ça finit par prendre énormément de temps, et c'est là qu'au bout d'un moment, les gens se disent: il faut que je fasse quelque chose. Dans un premier temps, ils ne bougent pas trop, ils essayent de résoudre leurs problèmes tout seuls. Et d'ailleurs, ils le résolvent très très mal. C'est en ritualisant toujours plus. Qui ritualisera toujours plus, et de façon toujours plus compliquée. Qui cogitera toujours plus, de façon toujours plus compliquée. Donc il faut... La technique de base, elle consiste à permettre aux personnes de suspendre leurs gestes de ritualisation et d'arrêter de cogiter pour pouvoir accéder au vrai problème, au problème de fond qui, lui, est vraiment caché et qu'on ne voit pas dans un premier temps. Vous me posiez la question de savoir à quoi sert l'hypnose. Alors, dans les deux cas, pour les cogitations comme pour les rituels, l'hypnose c'est quelque chose de vraiment génial, c'est très très efficace. Qu'est-ce que l'on fait par rapport aux rituels? Eh bien, pour permettre aux personnes de ne plus ritualiser, on leur apprend à intercaler entre l'envie de ritualiser
et puis la ritualisation proprement dite, une bulle d'hypnose, hein, qui marque une sorte de suspension. Et donc on apprend aux personnes à cultiver cette hypnose, à la cultiver en auto-hypnose, et puis hop, lorsqu'on a envie de ritualiser, on utilise un geste qui va induire l'hypnose, un état d'hypnose, pour qu'au bout de 30 secondes, une minute, eh bien, on n'ait plus envie de ritualiser. Hein. Et puis également, si on est dans un vécu hypnotique, eh bien les pensées, elles se dissolvent, elles finissent par disparaître. Donc c'est vraiment, l'hypnose est très très bien indiquée. Donc la suspension finalement d'une forme de toc en fait, Oui, ça permet oui. l'annulation. Voilà, ça permet de faire autre chose, ça permet de bifurquer. Voilà, ça permet de bifurquer vers autre chose. Alors qu'on n'y arrive pas, c'est difficile de le faire tout seul, comme ça, hein, par un effort de volonté. C'est très dur. Mais là, si on utilise l'hypnose, on bifurque vers autre chose. On fait autre chose que ritualiser, on fait autre chose que cogiter. Et c'est là, à partir de là, que ça commence à devenir intéressant. Alors, au point de départ, il faut rendre à Freud ce qu'on lui doit. Je m'appuie sur l'analyse de Freud pour comprendre ce qui est à l'origine. Ce que vous disiez tout à l'heure, qui est qu'à l'origine des TOC, c'est un blocage, une difficulté de gérer l'agressivité. Et ça, Freud l'a très très bien vu, il l'a très bien analysé, en particulier dans un chapitre d'un livre qu'on appelle Les 5 psychanalyses. Il l'a très bien étudié. Le seul problème, c'est que Freud, il est toujours resté dans l'analyse, alors qu'on n'avance pas. On n'avance pas si on ne fait qu'analyser. Il faut vraiment agir, il faut faire quelque chose de très pratique et très corporel. Et ça, il n'est pas allé dans cette direction. En plus, Freud, même son agressivité, il l'a ramené, l'agressivité qu'il appelait sadicanale, il l'a ramené aussi à de la sexualité, et là, je crois qu'il fait fausse route. Alors après, eh bien, en fait, il est apparu de plus en plus que la psychanalyse ne permettait pas d'avancer dans les troubles. On voyait des psychanalystes qui n'en finissaient pas de durer, et donc c'est la thérapie comportementale et cognitive qui a pris le relais. Où là, on s'est beaucoup plus centré d'une façon très pratique, là aussi plutôt corporelle. On a appris aux patients à suspendre leur cogitation et leur rituel. Donc l'idée est excellente. Simplement, j'y ajoute un plus, c'est que j'utilise l'hypnose, qui apporte vraiment un plus. La thérapie comportementale est très centrée sur les apprentissages. On considère que beaucoup de problèmes sont des comportements appris. Et donc, on va essayer de désapprendre ce qu'on a appris. Voilà. Et puis, on parle de la thérapie cognitive, où là, on se centre sur l'importance des représentations que l'on a dans la tête et on va essayer de restructurer, de modifier les représentations. C'est cela. Alors, pour moi, ça a été ma base, mais j'y ai apporté donc ce plus de l'hypnothérapie. D'accord. Et donc, comment se construit une séance d'hypnothérapie finalement? Alors, la séquence d'hypnose, c'est ça? oui, alors, les personnes qui viennent me voir viennent avec un problème. Donc, je les écoute. Dans la première séance, je les écoute principalement me décrire leurs problèmes. Mais assez rapidement, je propose un exercice, une expérience d'hypnose qui n'est pas forcément centrée sur le sujet, mais déjà pour donner le ton. Et puis très très vite, eh bien, on va se centrer sur les symptômes. On parle des symptômes. Alors, 2 cas. Il y a les personnes, c'est 80% des cas, des personnes qui viennent avec des rituels. Et donc là, je leur apprends, par la technique en particulier de la suspension du geste et d'autres techniques conjointes, à suspendre leur geste et à préparer donc le quotidien, l'après-séance. J'anticipe, c'est-à-dire que je construis une scène qui va avoir lieu, où là, le patient, au lieu de ritualiser, va faire autre chose que ritualiser, et bien il va suspendre son geste. Donc en hypnose, je prépare par anticipation ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est très très vite, c'est très pratique. Alors, vous parlez d'isolation. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Alors, l'isolation, il faut rendre encore une fois à Freud ce qu'on lui doit. C'est Freud qui a mis au point ce mécanisme de défense. Qu'est-ce que c'est que l'isolation de l'agressivité? Puisqu'il il parle de l'isolation principalement des pulsions agressives. L'isolation de l'agressivité, c'est
c'est le mécanisme suivant. Quand on est dans une situation, par exemple, où il faut mobiliser l'agressivité, où là, il serait légitime de répondre par de l'agressivité, où là, il faut y aller, il faut répondre en parole ou en geste, il serait légitime de le faire, il se peut que le patient ne parvienne pas à le faire pour toute une série de raisons qu'il va falloir analyser. Mais il ne va pas mobiliser, il ne veut pas mobiliser son agressivité. Et là, il va, je vais utiliser un terme qui est plus facile à comprendre, il va débrancher son agressivité. Hein, c'est un petit peu comme si, quand vous avez un appareil ménager qui commence à prendre feu, qu'est-ce que vous faites? Vous tirez la prise. Hein, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous éteignez l'agressivité qui va comme disparaître, s'évanouir. Hein, et puis, la scène va être en même temps banalisée. Hein, c'est à peine si on va s'en souvenir, ou alors si on s'en souvient, elle va être complètement banalisée. C'est ça l'isolation. Hein, voilà, c'est une façon d'éteindre, hein, d'éteindre l'agressivité et puis d'en banaliser le souvenir. Voilà. Et une fois que dans le travail que l'on a effectué sur les rituels et sur les cogitations, on est disponible pour retrouver ça. Et là, on va travailler sur les scènes de la vie quotidienne. Hein, c'est la deuxième phase où là, on travaille non pas sur les symptômes périphériques, mais on va travailler sur le fond. Hein, et on va abolir l'isolation, on va remplacer l'isolation par la confrontation directe. Alors il y a également plusieurs schémas que vous détaillez dans ce livre et effectivement c'est plus parlant pour nous, les lecteurs non professionnels, parce que les termes techniques ne nous parlent pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous parler également de la démarche régressive, récursive? Régressive, récursive, régressive, oui. Et je vois que vous avez le schéma là sous les yeux. Et j'y tiens beaucoup. S'il y a peut-être un schéma qui a de la valeur, qui est vraiment essentiel, c'est celui-là. C'est-à-dire que, voilà, donc on va un petit peu tourner en rond, mais positivement. Hein. C'est-à-dire que lors d'une séance, on travaille sur un rituel. Très bien. La fois suivante, on travaille sur un autre rituel. Très bien. Après, on va travailler sur des cogitations. Très bien. Après, on va travailler plutôt sur le corps, sur les tensions corporelles. Puis après, on va travailler sur des évitements, parce que là, les obsessionnels évitent énormément de situations. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'évitement? Un exemple d'évitement que j'ai rencontré une fois, c'est un étudiant qui avait la peur de la contamination. Hein, et qui devait donc aller à la fac, et la fac c'est un lieu qui est beaucoup fréquenté, c'est une fac en plus pas très très bien entretenue, hein, avec beaucoup de lieux un petit peu sordides, hein, et c'est un vrai problème de toucher les portes, de toucher les murs. Eh bien, il est arrivé un moment où il ne pouvait plus y aller à la fac, il restait cloîtré chez lui, il évitait d'aller à la fac. Voilà, un évitement. Oui. Ou alors quelqu'un qui a peur d'écraser des passants, il ne prend pas la voiture, il évite. L'évitement rejoint la peur de la confrontation en fait. C'est même presque plus, c'est presque encore plus visible. Hein. C'est-à-dire que la personne va éviter toutes les situations qui, en principe, devraient mobiliser l'agressivité qui est isolée, qui n'est pas disponible. Hein, qui n'est pas disponible, et il faut donc la reconstituer, et puis une fois qu'elle est reconstituée, ben, on y va. Hein, on apprend à dire ce qu'on pense à son chef de service, hein, on apprend aussi à dire non, je ne suis pas d'accord à son conjoint, sa conjointe, on apprend des choses très 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 concrètes. Donc c'est se libérer des pensées qui font mal et qui servent à rien. Oui, alors quel est le lien, pourquoi l'isolation produit des TOC? Hein, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que quand on a débranché l'agressivité, si tout était éteint, ce serait bien, sauf que, ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a un courant d'énergie qui va rester actif et qui va produire ces fameuses pensées de malheur. Et donc, c'est dévié. Hein, au lieu de se confronter avec, si par exemple une personne a eu des difficultés avec son père ou sa mère dans l'enfance, hein, au lieu de se souvenir de ces événements qui sont très importants, où l'agressivité a été isolée, eh bien, l'attention est détournée vers la peur, par exemple, d'être contaminé, qui n'a rien à voir avec le sujet de départ. Hein. Et donc l'attention, tout est fait pour pousser la personne sur des voies de dérivation. Il y a un terme que j'aime beaucoup,
l'obsessionnel ne combat pas au bon endroit, il combat toujours sur des voies dérivées. Ce n'est pas les bons champs de bataille. Il faut le ramener au vrai champ de bataille, qui se trouve peut-être dans le passé ou dans le présent, et en tout cas, une fois que l'agressivité est libérée, eh bien, lui donner la possibilité de l'utiliser dans son quotidien. Et à bon escient. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que l'intensité des tocs baisse, ils deviennent beaucoup moins fréquents, beaucoup moins intenses, et puis on peut arriver à presque les supprimer. Sauf certains tocs qu'on appelle les tocs résistants, mais c'est un tout petit pourcentage. On a parlé des idées, des rituels, des évitements. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler des symptômes corporels? Ah, les symptômes corporels. Là, justement, je pense que Freud ne s'en est pas suffisamment occupé. Les symptômes corporels, ce sont essentiellement des tensions. Parce que cette agressivité qui est bloquée, hein, elle n'est pas complètement bloquée. Hein. C'est-à-dire que le corps reste en tension pour ne pas se mobiliser dans la confrontation. Il est tendu. L'obsessionnel est un énervé tendu qui se retient tout le temps. Il est à la fois, une tension, c'est quoi? C'est une force et une contre-force. Hein, quand on dit on est tendu, il y a une force, on aurait très envie de s'énerver, donc de mobiliser son agressivité, sa colère, et puis on se retient complètement. Donc le corps, il est complètement coincé, et là, il y a des techniques qui sont très intéressantes, où on se centre sur la zone de tension, et là, on peut utiliser des techniques, par exemple, on projette la respiration sur ces zones de tension, ou bien on projette des vocalisations sur ces zones de tension, et là ben, on met un petit peu de souplesse, on prépare ce moment où l'agressivité va pouvoir enfin s'exprimer. Dans votre livre, vous parlez également de croyances. Est-ce que finalement votre recherche sur l'ethnopsychiatrie vous a aidé? Oui, alors, il y a la croyance, elle est présente dans la pratique des rituels. Hein. Pour que l'on pense que en pratiquant des rituels, on va produire comme par magie des effets, là, il faut une croyance. Là, on a une croyance dans une sorte de pouvoir que l'on aurait. Hein, et ça implique un travail particulier. J'ai prévu une technique que j'appelle le rituel solennel, où là, tout en restant dans cette croyance, je mets le patient en situation de s'affranchir de cette croyance, ou bien alors d'orienter le patient vers quelque chose qui a été bien étudié par un psychanalyste qui s'appelle Jung, hein, Gustav Jung, où là, effectivement, on peut penser que l'esprit a un certain pouvoir, mais pas n'importe lequel et pas n'importe comment. Hein. Le pouvoir de l'esprit, on le voit bien par exemple dans l'effet placebo, c'est quand même extraordinaire. Hein. Donc c'est ce vrai pouvoir qu'il faut retrouver, pas un pouvoir superstitieux, mais un vrai pouvoir hein, qui est le pouvoir d'une pensée concentrée qui peut infléchir positivement les événements. Ce qui m'a plu dans ce livre, ce sont les études de cas dans lesquelles vous décrivez des séances de psychothérapie. Comment vont les patients? Ben, ils vont plutôt bien. Ils vont plutôt bien. Hein. C'est-à-dire que la thérapie va s'arrêter lorsque le patient va suffisamment bien. Hein. Et donc moi, je suis quand même très centré vers l'efficacité thérapeutique. Hein. Pour moi, c'est important. Quelqu'un qui vient, qui me fait confiance, vraiment, j'ai envie de l'aider à avancer. Mais quand on regarde le récit le récit d'une psychothérapie, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de protocole qui soit préfabriqué du tout. Hein. C'est-à-dire que je tâtonne beaucoup, j'essaie, je tâtonne, je vois ce qui marche. J'ai quand même toute une panoplie de techniques que j'essaie. On garde celles qui conviennent le mieux et c'est toujours le patient qui lui-même va trouver ses solutions. Hein. Simplement, je suis là pour l'accompagner dans cette recherche. Et en général, les thérapies s'arrêtent avec une amélioration. Je prends toujours la référence de 100 à 0. 100 étant le niveau où ils viennent, 0 la disparition des tocs. Bon, bah, quand on arrive à 20, 15, 10, 5, on
peut peut-être arrêter. Hein. Le patient garde simplement une personnalité, un peu de méticulosité, de perfectionnisme, mais ça, c'est pas pathologique. 3% de la population souffre de TOC. Sur la totalité de vos patients, combien souffrent de TOC? Eh ben, les personnes, j'en ai vu une centaine, 100, 110 à peu près à ce jour sur on va dire sur une dizaine d'années, quoi, hein, à peu près. Et ça correspond à... Alors, il faut distinguer le pourcentage des personnes par rapport à la population et le pourcentage par rapport aux patients. Hein, c'est la question que vous me posez. Je pense que j'ai actuellement une personne sur 8, sur 10 qui a des TOC, avec une tendance à l'augmentation parce que je suis de plus en plus repéré comme quelqu'un qui s'occupe des TOC. Donc j'ai pas mal de personnes qui viennent comme ça. Pouvez-vous nous parler du deuxième tome? Bon, le deuxième tome est... j'ai eu beaucoup d'hésitation. Est-ce que j'allais proposer ce deuxième tome? Parce que c'est un peu complexe, il faut le dire. Hein, c'est une lecture qui n'est pas très, très simple. J'ai travaillé certains sujets qui ont un lien évidemment direct avec l'obsessionnel compulsif. Par exemple, j'ai tout un chapitre sur qu'est-ce que c'est que l'agressivité, hein, par exemple. J'ai tout un chapitre aussi sur qu'est-ce que c'est que la relation thérapeutique. J'ai un chapitre qui développe une technique particulière qui s'appelle les vocalisations projetées. Bon, voilà. Et puis le tout dernier chapitre qui réfléchit sur le fameux problème des croyances, de la croyance thérapeutique. Pouvez-vous nous expliquer la technique des vocalisations projetées? Oui, alors j'utilise cette technique-là, c'est assez simple. Je l'utilise surtout lorsqu'il y a des symptômes corporels. Hein. Je l'utilise surtout quand il y a des tensions. Hein. La vocalisation, c'est simple. On va projeter sur différents points du corps, je vais y revenir tout à l'heure, on va projeter des sonorités. Hein. Alors on va projeter la sonorité A, je vais le faire là. On prend donc une grande inspiration. Et donc là, on va vider ses poumons en projetant cette sonorité, mais on va imaginer que le A, on le projette sur une zone qui est sensible. Alors, il y a 3 zones sensibles. Le front, hein, là, on peut le projeter sur le front. On peut projeter dans les épaules, au niveau des épaules, hein, et on peut le projeter au niveau du plexus solaire. Voilà, donc là on projette et là on détend, on obtient une détente dans l'attention. Il y a d'autres sonorités qu'on peut projeter. Hein. Donc on propose aux patients, le fait en exercice en séance, des salves de A, hein, ça marche par salve de 5 avec une pause, une salve de 5 avec une pause, hein, et puis donc on projette d'abord sur le front, après sur les épaules, bref, sur toutes les parties qui sont les plus tendues. Est-ce que vous pourriez donner un mot ou une expression pour donner envie au lecteur de lire votre livre? Eh bien, je dirais aux personnes qui souffrent des obsessions et des rituels, eh bien, je pense qu'ils vont trouver, ne serait-ce qu'en lisant les études de cas, plein d'idées, hein, pour prendre en main leurs problèmes. Parce que c'est ça que je remarque. En général, les personnes ne prennent pas en main, sont victimes, subissent. Et là, ça peut provoquer le déclic de prendre en main son problème. Et la première chose, c'est cela. Puis la deuxième chose, c'est que à partir du moment où on travaille, on essaye de réduire les cogitations, on essaye de développer un silence intérieur qui va dans le sens de ce qu'on cherche quand on fait de la relaxation, du yoga, de la méditation. Et là, ça fait quand même beaucoup de bien. Pouvez-vous nous parler de vos projets? Oui, alors actuellement, je suis sur plusieurs autres projets. Il va y avoir la publication d'un autre livre sur ce sujet, avec une présentation plus résumée, disons, des techniques. Mais actuellement, je travaille sur une reprise de nouvelles que j'ai écrites en 2005. Des nouvelles, alors ça c'est plus la petite littérature, hein, c'est des histoires de vie, hein, des histoires de vie qui se terminent plutôt mal par des faits divers. Hein. Donc il y a à la fois
une première partie où une personne parle de ce qui ne va pas dans sa vie, et puis on a ensuite l'article de presse qui va relater le fait divers. Simplement, il est clair que le fait divers, on ne le comprend vraiment que si on a lu ce qui précède. Hein. Et puis j'ai aussi un projet de travail sur l'analyse de la pratique. L'analyse de la pratique, c'est une régulation des pratiques institutionnelles. Alors ça s'adresse aux institutions, à tout type d'institutions, hein, et à tout type d'entreprise, hein, qui a envie qui laisse les équipes réfléchir sur leurs problèmes, qui leur donne la possibilité de prendre de la distance par rapport à leurs pratiques pour résoudre des problèmes qui ne sont pas résolus de façon ordinaire. Merci Claude Michel d'avoir accepté cette invitation. On retrouve votre livre La psychothérapie des obsessionnels compulsifs aux éditions L'Harmattan. En tout cas, merci pour cette invitation. J'étais ravi de pouvoir discuter avec vous.